Alors bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Merci à Addis de nous offrir cette magnifique salle extraordinaire, vraiment, merci beaucoup. Vous pouvez remarquer avec les écrans retour que ma présentation a un peu de gris, mais on ne le voit pas trop ici, donc je m'excuse à l'avance s'il y a des slides qui vont apparaître un peu moches. Donc je suis Romain Lans, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans la semaine passée, ça s'est bien passé, c'est bon. Je travaille actuellement pour la Fédération internationale de volleyball, donc c'est comme la FIFA mais pour le volley. Je suis également core contributeur du framework Adonis, c'est le framework qu'on va voir et découvrir ensemble ce soir. Et en même temps, je monte une agence strasbourgeoise du nom d'Intraweb avec William Traoré ici présent dans la salle. Si jamais vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Twitch ou même YouTube, vous pouvez @romalance, voilà, c'est partout pareil. Ce soir, le talk qu'on va faire, je vais en premier lieu vous parler de mon voyage à travers le web, donc depuis le début de mes études jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous présenter qu'est-ce que Adonis.js, et là ça sera assez visuel, assez sympathique, vous verrez, ça sera pas trop chiant. Et là, ça sera la partie un peu plus chiante, on va voir à quoi ça ressemble. Donc le code que vous allez écrire dans votre application, à quoi ça ressemble. Donc on aura des slides un peu techniques avec du code source. Je vous promets, ça ira. Et pour finir, on finira sur une session de questions-réponses si jamais vous en avez. N'hésitez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre au milieu du talk en levant la main. Si vous avez une question, avec plaisir, j'y répondrai. Donc en premier lieu, mon voyage. Donc tout a commencé quand j'avais 15 ans. En Suisse, il faut savoir qu'à 15 ans, on termine l'école obligatoire. Et quand on termine l'école obligatoire, on a 3 possibilités qui s'offrent à nous. La première, c'est continuer les études. Et là, on fait le bac. Voilà. La deuxième, c'est de faire en apprentissage, on appelle ça, donc c'est travailler à moitié en entreprise et à moitié retourner à l'école. Ça correspond à peu près à, comment ça s'appelle, l'alternance, merci, chez vous. Et la troisième chose, c'est ce que j'ai fait, c'est rejoindre une école spécialisée dans un domaine. En l'occurrence, j'ai rejoint l'ETML, c'est l'école technique des métiers de Lausanne, en formation d'informaticien généraliste. Donc ça veut dire qu'on a à peu près vu tout ce qui touche à l'informatique, que ce soit l'électronique, ça peut être l'administration système, l'administration réseau, le hardware et le développement web. Et lors des cours de développement web, c'était en 2009, hein. Donc en 2009, on a fait du PHP version 5.3, je ne sais pas si ça parle à certains, mais moi, de haut de mes 15 ans, j'étais très heureux de faire du PHP, j'ai kiffé et je suis tombé amoureux de ce langage. Bon, c'était un peu un des seuls langages web que je connaissais, donc voilà, c'est normal. Et au final, j'ai fini mes études en 4 ans, en toujours kiffant ce langage. Je vais décider de m'éduquer un peu plus sur ce langage en suivant des cours, des formations, et franchement, c'était mon bébé. Mais il faut savoir un truc, c'est que lors de cette école, on n'a pas vu de framework. Voilà, framework, hein, un cadre de travail proposé pour travailler. Et du coup, pour moi, dans ma tête, voilà, faire du PHP, c'était faire du procédural de A à Z, du début à la fin. Il n'y avait pas de Laravel, pas de ClickPHP, pas de Symfony, etc. S'ensuit, après cette étude, j'ai décidé de me former encore plus loin. Et j'ai rejoint le CPNV, c'est le centre, je sais plus, ça date, centre professionnel du Nord-Vaudois, voilà. Et c'était une formation spécialisée dans le développement d'applications mobiles et web. Donc là, c'était vraiment plus formé pour faire du développement web. C'est ce que je kiffais faire à l'époque. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre le CPNV. Et là, il y a un de nos profs, je me souviens, il nous a présenté un ORM du nom d'Active Record. Pour ceux qui connaissent, c'est l'ORM du framework Ruby on Rails. Et je suis tombé du coup amoureux de Ruby on Rails. Voilà, on s'en suit, hein, on comprend. Mais moi, dans ma tête, je me souviens toujours, je kiffais quand même le PHP, quoi. Le PHP, c'était ma vie, quoi. J'en ai fait pendant 4 ans avant. C'était génial. Et je me suis dit, mais est-ce que Ruby on Rails n'existerait pas en PHP? Et là, je tombe sur Laravel. Et Romain aime Laravel, Romain adore Laravel, Romain tombe amoureux de Laravel. Donc là, franchement, waouh, je vois à quel point je gagne du temps à développer mes applications. Ce que j'ai fait en procédural à l'époque, ça part à la poubelle. Ce que j'ai fait en Ruby on Rails, on le refait en Laravel. Et là, je suis très heureux. Je suis vraiment voilà, sur les nuages. Puis j'ai fait mon travail de diplôme à la Fédération internationale de volley. C'était en 2015. Et à ce moment-là, j'ai fait du AngularJS, voilà, je pense que ça parle à certains. Il faut savoir que dans mes formations, le JS, c'était en 2015. Hein, donc en 2015, il y a eu une grosse mise à jour du langage qui a ajouté beaucoup de trucs cool, mais avant,
Voilà, comme ci, comme ça, c'était pas forcément le meilleur des langages. Mais bon, j'ai fait 4 mois de travail de diplôme à l'IFIVB en AngularJS en 2015. Et j'ai commencé à apprécier vraiment le langage, le JS, quoi. Le JS, je me suis dit, waouh, la syntaxe est cool, on peut faire des trucs cool, ça tourne sur le client et sur le serveur, c'est génial. Et là, vous vous attendez, Romain aime le JavaScript. Voilà, je change beaucoup, hein, je suis, voilà, c'est comme ça. Et là, je me suis dit, bon, voilà, cool, Ruby on Rails, Laravel, JavaScript, mais maintenant, est-ce que c'est possible en fait, de faire un back-end déjà en JS, et est-ce qu'en Laravel existe en JavaScript? Parce que là, du coup, c'était même plus le langage, là, enfin, c'était plus PHP, là, pour moi, JavaScript, all the go, quoi. Et là, la réponse, c'est, déjà, est-ce qu'on peut faire tourner du JS côté serveur? Voilà. À l'époque, c'était pas encore très réputé, très connu. Donc, j'ai cherché un peu, je suis tombé sur ExpressJS, voilà, j'ai testé. Par rapport à mon expérience avec Laravel et Ruby on Rails, c'était pas la même chose, quoi. C'était plutôt en micro-routeur. Du coup, j'ai tombé sur Locomotive.js, je pense que personne ne connaît. C'était un framework qui se valait un peu plus poussé qu'Express, basé sur Express. Au final, c'était mort. Je suis tombé sur Meteor.js, je pense que plus de gens connaissent. C'était un peu un framework qui voulait faire que le front-end et le back-end tournent un peu au même endroit et qu'il y ait du real-time entre les deux. C'était un peu magique. Au final, ça m'a pas plu. Puis, je suis tombé sur Sales.js, qui existe toujours aujourd'hui, qui est le framework qui ressemblait le plus à ce que je recherchais en fait, plus à un Laravel écrit en JavaScript. Alors j'ai commencé à utiliser Sales. J'ai rencontré pas mal de soucis à l'utilisation ou de soucis également, simplement il y avait des choses pas cohérentes je trouvais dans le framework. Donc j'ai créé des issues en tant que bon contributeur open source afin de voir avec la core team de Sales s'ils pouvaient améliorer leur framework, changer 2-3 choses et se mettre à jour. Et là je me souviendrai, lors de ces discussions, il y a quelqu'un qui m'a dit « Et si jamais, si ça vous intéresse, il y a un framework du nom d'Adonis qui utilise Nginx, parce que c'était une issue qui parlait du moteur de template utilisé par Sales. La syntaxe a l'air cool. » Et là, je réponds dans l'après-midi « Waouh, ça semble être le Laravel en Node.js. » Et comme vous pouvez tous vous en douter, du coup, Romain tombe amoureux de Adonis.js. Et depuis ce jour-là, donc en 2015, fin 2015, j'utilise ce framework tout simplement. Donc ça date, hein, c'est bientôt 10 ans. Voilà. Donc ce soir, je vais vous parler de ce framework, qui est le framework Adonis. C'est un framework où j'utilise et que je contribue activement à le maintenir. Donc qu'est-ce que Adonis? Donc on va faire une phrase très simple, en 4 points. C'est un framework qui tourne sur Node.js, donc il ne tourne pas sur le Edge, qui est écrit et utilisable en TypeScript et qui est ESM ready. Donc ce dernier point là, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas le comprendre, donc on a une petite slide spécialisée là-dessus. Il faut savoir que sur le côté back-end de serveur, sur Node, on a 2 moyens de charger nos fichiers JavaScript. Il y a le CommonJS, donc ça c'est quand on écrit require, vous savez const machin égale require, et on a l'ESM. L'ESM c'est le import from. Okay, c'est une syntaxe que beaucoup de gens utilisent s'ils utilisent TypeScript, mais il faut savoir que votre code TypeScript sera peut-être compilé après un CommonJS. Donc, ce n'est pas dit que vous utilisez de l'ESM maintenant. Une chose à noter, du coup, c'est que CommonJS a été inventé par Node.js parce qu'ils avaient besoin d'avoir un moyen de séparer leurs fichiers en plusieurs, enfin leur application en plusieurs fichiers et de les charger. Parce qu'on se souvient tous qu'à l'époque, quand on faisait du front-end en JavaScript, on avait des gulps, des grunts qui allaient juste concaténer l'entièreté de nos fichiers et voilà, c'est comme ça qu'on développait. L'ESM, par contre, c'est quelque chose qui est dans le langage. C'est-à-dire que ce n'est pas une spec inventée par un contributeur, c'est vraiment inscrit dans le langage JavaScript, enfin dans la spec ECMAScript en l'occurrence, comment on doit charger des modules. Donc là, ça fait sens que l'écosystème migre dessus, donc ça c'est depuis un petit moment. Il faut savoir que l'ESM c'est supporté depuis Node 12, donc toutes les versions actuelles. Et on a tous déjà eu cette erreur, je pense. Voilà, une petite erreur sympathique qui nous dit tu ne peux pas charger des modules SM. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis bientôt 2 ans, l'entièreté de l'écosystème migre sur de l'ESM, et seulement de l'ESM. Et si vous êtes en CommonJS, si vous êtes en ESM, vous pouvez charger ce qui a été écrit en CommonJS, mais l'inverse, ce n'est pas exact. Depuis maintenant 2 semaines, on peut importer quand même des fichiers écrits en ESM, mais il y a quand même des spécificités très importantes à tenir en compte quand on le fait. Donc, Adonis est ESM Ready, ça veut dire qu'on l'a écrit en ESM et vous pouvez utiliser tous les modules actuels qui sont disponibles en ESM. La philosophie du framework aussi, elle est très simple. C'est de vous fournir quelque chose de complet,
donc qui vous permettent depuis le début jusqu'à la fin de créer votre application sans aller chercher 1000 et un modules sur NPM, sur Google et avoir cette JS fatigue, comme on dit, de toujours devoir se tenir à jour, informer des modules existants et de gluer ces modules ensemble. Le but, c'est qu'on ne suive pas la hype. C'est-à-dire qu'on sait tous, sur Twitter et autres, il y a une hype démentielle autour de certaines technologies. Et le concept, c'est que nous, on ne va pas suivre la hype. Sinon, toutes les 4 semaines, en fait, on va changer le framework, l'entièreté du framework. Le concept, c'est qu'on soit sur le long terme avec nos utilisateurs et avec nous-mêmes. On ne va pas vous proposer des changements drastiques à chaque fois qu'on fait une nouvelle version. Par exemple, j'ai des projets qui ont été créés en Adonis 4, qui datent d'il y a bientôt 6 ans. Et ils fonctionnent toujours très bien, je peux toujours les ouvrir, je peux toujours travailler dedans sans problème parce que l'écosystème est là et on a codé le framework dans ce sens-là. Notre but, c'est vraiment d'être sur le long terme avec vous. Et ça rejoint aussi tous les autres. Le but, c'est qu'on écrive des modules bien conçus. C'est-à-dire qu'on ne va jamais rusher quelque chose. Par exemple, on m'a dit dernièrement, ah, tu connais TRPC, c'est génial, ça permet de faire un client end-to-end entre ton back-end et ton front-end, ça serait bien de l'intégrer à Adonis, blablabla. Et moi, j'étais en mode, ok, cool. Alors, soit je passe une journée et je te le fais, mais ça sera fait avec les pieds. Enfin, ça fonctionne, mais ça sera pas ouf. Soit on passe quand même 1, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à bien réfléchir comment faire quelque chose qui va pouvoir être maintenable et qui va pouvoir évoluer sur le long terme à nouveau. Donc, on va vraiment pas rusher les choses qu'on fait. C'est pour ça que peut-être des fois, on est un peu en retard ou des fois, on est en avance, ça dépend. Et on va se focuser pour faire des choses bien conçues, qui sont facilement étendables, qui ne vont pas vous brider dans l'écriture de vos applications et vous casser ou vous exploser à la tête dans 2 ans. L'historique du framework, ça a démarré en 2015, donc ça date. En octobre 2015, la 1.0, puis il y a eu rapidement la 2.0. Donc il faut savoir que la version majeure là qu'on change, c'est quand il y a des changements qui cassent les applications existantes. Okay, donc là, il y a eu rapidement un changement qui a cassé les applications. Puis on peut voir que à peu près 6 mois après, on a eu la 3.0. Et à partir de ce moment-là, en fait, tous les changements qu'on a effectués dans le framework qui cassaient vos applications, c'était des changements qui allaient en accord avec le JavaScript. Par exemple, la 4.0, qui est sortie 1 an après, elle a amené tout ce qui était async await, parce que ça n'existait pas avant 2017. Donc, on a ajouté le support de async await dans Adonis et c'est pour ça qu'on a dû monter la version majeure parce que ça cassait vos applications en cours. La version 5, qui est sortie 3 ans plus tard, donc à nouveau, long terme, notre but, c'est d'éviter de vous casser chaque semaine votre application. Elle est sortie en mars 2020 et cette version-là a apporté TypeScript. Voilà. Pourquoi on a attendu aussi longtemps pour apporter TypeScript? Ça rejoint le point no hype de notre philosophie. TypeScript était là en concurrence avec CoffeeScript et Flow. Et il fallait qu'on en choisisse un, mais il fallait qu'on choisisse le bon. Parce que bon, si on vous fait réécrire toute votre application sur Flow et qu'au final TypeScript gagne, voilà, c'est pas cool ni pour vous ni pour nous. Et c'est pour ça qu'on a attendu aussi longtemps donc de s'assurer que TypeScript était en fait le système de typage utilisé pour le JavaScript. Et la petite dernière, la version 6 qui est sortie en début d'année, elle apporte justement l'ESM. Donc on a migré sur l'ESM à ce moment-là et c'est pour ça qu'on a monté la version majeure. Donc on peut voir vraiment que on a eu 6 versions en presque 10 ans, ce qui est plutôt pas mal. Surtout qu'on a eu 3 versions très rapidement au début. Et c'est pour vous montrer aussi qu'on vise le long terme, quoi. On existe depuis 2015, ça n'a pas tellement changé depuis 2015 comment vous écrivez vos applications avec Adonis. Et le but, c'est que vous appreniez un framework et que vous soyez parti pour longtemps. Ça, c'est la core team. À gauche, vous avez Arminder Virk, qui est le créateur et le lead maintainer du framework, toujours actuellement. Il est d'ailleurs full-time sur le framework. Après, vous avez moi. Puis, vous avez Michael Zazo, qui est membre de la team release de Node. Donc, c'est celui qui crée les releases de Node. Il est également membre du steering committee de Node. Donc, c'est la plus grosse gouvernance qu'il y a dans Node.js pour faire des décisions. Et petit palmarès pour lui, il est le premier committeur sur Node.js. Donc, c'est celui qui a écrit le plus de lignes de code juste avant ou après Ryan Dahl, le créateur. Et on a le petit dernier, Julien Riputo, qui est tout simplement quelqu'un qui a contribué énormément à l'écosystème Adonis en fournissant une tonne de packages communautaires et qu'on a décidé tout simplement d'intégrer à la core team parce que c'est quelqu'un d'absolument génial qui fait des packages de ouf et encore aujourd'hui, on les verra juste après. Donc on est une core team de 4, donc core team c'est ceux qui ont le droit de pousser sur le repository, qui ont le droit de release des versions, mais après on a aussi plein de contributeurs, une centaine à peu près, qui travaillent sur le framework Adonis avec nous. On va faire une petite distinction pour que vous compreniez en fait où le framework se situe entre le front-end et le back-end. Et petite précision, le front-end, quand je dis front-end ou back-end, c'est où votre code que vous allez écrire va tourner.
ok, histoire qu'on soit clair. Donc si on prend le front-end, on a React Vue, ok, sans configuration particulière. Normalement, ce code-là tourne sur le front-end, donc sur le client, sur votre navigateur. Au milieu, on a Nuxt, Next et Remix, qui sont des solutions un peu isomorphiques, c'est-à-dire qu'ils vont tourner un peu sur le back-end, un peu sur le front-end, mais un peu plus sur le front-end quand même. Et à la fin, on a des frameworks back-end, Adonis, Fastify, Laravel, Ruby on Rails, ASP.NET, etc., ou Spring Boot. En termes de high scope, low scope, où on en situe? Donc pour moi, le low scope, c'est en fait, high scope, low scope, c'est ce que le framework va vous fournir, ok, par rapport à d'autres frameworks. Donc low scope, on ne vous fournit pas grand-chose, on vous laisse vous démerder, on va dire, dans votre code. High scope, on vous fournit le plus de trucs possible pour vous aider. Adonis se situe un peu partout. Pourquoi? Parce qu'on a une architecture très modulaire. Donc de base, vous pouvez avoir quelque chose de très low scope, qui a juste le routeur, basiquement, ou vous pouvez utiliser les packages qu'on vous propose et monter à fond sur le high scope. Par rapport à Nest, par exemple, qui est au même niveau au niveau du low scope, mais qui vous propose beaucoup moins de packages écrits par eux-mêmes, ou même de packages tout court, pour développer votre application. Et là, en comparaison, Express, Fastify et Ono, eux, sont vraiment des routeurs, il n'y a rien de plus, un système de middleware et ça s'arrête là. Et après, vous devez vous-même aller chercher des packages communautaires ou pas, buggés ou pas, avec des failles de sécurité ou pas, et les gluer dans votre application écrite. Donc comment Adonis ça peut être utilisé? Ça peut être utilisé en mode API, voilà, ça on se doute, donc une API qui va fournir une application React Vue, une API qui va fournir une application Nuxt, Next ou Remix, parce que rien n'empêche d'utiliser une API depuis ces méthodes-là, ou une application native, ou une application mobile, enfin bref, une API. Voilà. Ça peut être aussi utilisé en mode monolithe. Donc monolithe, ça veut dire en gros que tout, Adonis va tout gérer, le client et le serveur. Ouais. Donc on peut l'utiliser avec Edge. Edge, c'est un moteur de template. Basiquement, un moteur de template, c'est ce qui vous permet de générer de l'HTML. On peut l'utiliser avec du TSX. Voilà, TSX, c'est pas utilisable que dans React. On peut aussi l'utiliser comme moteur de template. C'est génial parce que c'est type safe. C'est-à-dire que ce que vous allez écrire, à la compilation, ça va vous cracher dessus si ça ne devrait pas fonctionner normalement. Ou vous pouvez l'utiliser avec Inertia. Alors Inertia, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas. Concrètement, c'est un protocole qui vous permet de faire communiquer une application React Vue ou Svelte avec votre backend. Donc concrètement, au lieu d'avoir un routeur sur le client, au lieu d'avoir une API qui doit communiquer avec votre client, au lieu d'avoir un système d'autorisation, on peut dupliquer, etc. L'application backend va fournir les données à une vue et elle va être affichée. Donc en fait, le backend gère le routing, gère l'autorisation, le fetching des données, vous n'avez plus besoin d'écrire une API, etc. C'est vraiment un outil génial, ça facilite grandement la vie et c'est souvent utilisé en fait quand vous vous rendez compte que l'API que vous écrivez, elle est pour un client, c'est vous-même. Voilà. Souvent, on voit des gens qui s'amusent à splitter API et un projet front, mais au final, l'API, elle est créée que pour vous-même et pour personne d'autre, donc ça serait peut-être plus pratique d'utiliser Inertia. Ça, bien sûr, ça dépend de tous les projets. Je pense qu'on connaît tous cette image. Voilà, donc en gros, l'infrastructure moderne est en haut, et en bas, là, il y a un petit cap-là qui est maintenu depuis 2003 par un type inconnu qui habite au Nebraska. Voilà, c'est un problème qu'il y a beaucoup dans l'écosystème, c'est que souvent on utilise des dépendances qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui les maintient. Il y a eu notamment des problèmes dernièrement au niveau de XZ, pour ceux qui ont entendu parler, c'est une librairie qui est très utilisée dans Linux. Et quelqu'un a poussé une backdoor dans cette librairie qui est passée inaperçue pendant très peu de temps, heureusement. C'est bon. Ça parle peut-être pas à beaucoup de gens celui-là, mais celui-là peut-être parlera à plus de gens. Faker.js, concrètement, le maintainer du truc a pété un câble et il a décidé de dégommer toutes les applications qui disaient Faker.js. Donc il a poussé une version en fait qui crachait tout, quoi. Bon, c'est pas non plus monstre grave, mais voilà, ça commence à être un peu embêtant. Ou Core.js. Core.js, c'était un système pour polyfill le JavaScript, pour ceux qui connaissent. Lui, il a fait un truc différent, il avait besoin de thunes. Donc il a fait quoi? Dans le script d'installation, il a rajouté des console logs. Et les gens ont remarqué dans leur CI qu'ils avaient des logs de 5-6 mégas qui popaient, ils ne savaient pas pourquoi. Et en fait, on s'est rendu compte que tout l'écosystème Node dépendait de ce type. Et du coup, quand on installait quelque chose, on avait 36 000 fois son message en fait. Vous pouvez me donner de l'argent, et vous pouvez me donner de l'argent, et ça continuait comme ça, comme ça. Et le problème de ça, en fait, c'est parce que souvent les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un framework type Frankenstein. C'est-à-dire qu'ils se basent sur un routeur, voilà, Express, Fastify, Uno, etc. Et après, ils décident de créer leur propre framework, qui ne sont pas documentés, avec des librairies qu'ils ont trouvées à droite à gauche sur NPM qui semblent correspondre à leurs besoins. Ils se disent, génial, ça fonctionne, j'y vais, je fonce. Et on se retrouve avec ce problème-là, c'est qu'à tout moment, il y a quelqu'un dans cette stack qui va peut-être péter un câble et tout faire péter. Et c'est un gros problème qu'on a dans l'écosystème. Il est
pas possible d'être résolu, hein, malheureusement c'est comme ça. Mais c'est un problème quand vous commencez à créer des stacks de Frankenstein, comme je les appelle. Et l'autre problème de ça, c'est que si un jour vous voulez recruter quelqu'un, vous ne pouvez pas mettre dans votre offre d'emploi, voilà, je cherche un développeur express, parce que ça ne veut rien dire. Développeur express, c'est quelqu'un qui fait un routeur. Voilà. Derrière, vous utilisez peut-être TypeORM, Lucid ou autre ORM. Vous utilisez peut-être, je sais pas, telle librairie X, Y, Z. Donc, vous créez votre propre framework au final. Dans Adonis, nous, on vous fournit quelque chose. On vous fournit un cœur. Un cœur, c'est la version la plus petite d'Adonis que vous pouvez utiliser. Donc, on a un système de gestion de configuration, gestion de variables d'environnement avec validation, en routing, bien sûr, avec un système de gestion de contrôleur, des middleware, en body parser, en file uploads, tout ce qui gère les missions d'event, du chiffrement, du hashing et une injection de dépendance. Voilà. Donc ça ressemble un peu à ce que c'est en Fastify, en Express, en Ono, etc. C'est vraiment très petit, c'est très low scope et c'est ce qu'on vous fournit de base si vous n'avez pas besoin de plus. Voilà. Donc là, si vous avez besoin de créer un petit service qui tourne vite et autres, vous pouvez utiliser ça. Mais notre objectif, comme je leur ai dit, c'est de vous fournir quelque chose qui permet de vous développer une application de A à Z sans aller chercher sur Internet pléthore et pléthore de modules. Donc on a des modules officiels en plus. On a un ORM du nom de Lucid qui est agnostique. On a un système d'authentification, histoire de gérer des tokens par exemple ou avec des sessions. On a Bouncer qui est un système pour gérer l'autorisation, donc là ACL, les droits, etc. Drive qui vous permet de gérer un stockage de fichiers, un peu comme Unstorage, où vous allez pouvoir gérer, par exemple, vous utilisez S3, vous utilisez Google Cloud Provider, vous utilisez Azure, ou même en local sur votre machine. Et bien avec Drive, vous allez avoir la même API pour tous ces providers. Limiter, qui est un système de rate limiting. On a Edge, qui est le moteur de template. Bento Cache, comme tu as cité avant, qui nous permet de gérer du caching multilayer. Donc ça veut dire multilayer en gros qu'on a par exemple un serveur Redis qui gère le cache, puis après on peut dire j'ai un niveau 1 en mémoire, donc il va aller d'abord voir dans la mémoire, puis voir dans Redis s'il ne le trouve pas, ce qui est assez pratique pour augmenter les performances. En système de validation, Vine.js, Ally qui permet de faire de l'autorisation via les réseaux sociaux, i18n pour l'internationalisation, en système de health check et les mailers. Et là normalement j'ai une petite animation sympathique, mais vous n'allez pas la voir là, donc vous pouvez regarder sur les écrans retour. C'est qu'en fait, on en a bien plus que ça. Voilà, et là, ça grandit, mais on ne voit pas. On a aussi Vite. Vite, tout le monde connaît, je pense. C'est ce qui permet de bundler votre code front-end. Donc, on a un package spécialisé là-dedans. On a Shield qui vous permet de sécuriser votre application, tout ce que c'est CSP, CSRF. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais globalement, c'est ça. Transmit qui vous permet de gérer du temps réel via les SSE. Inertia, qu'on a vu un peu avant, Japa qui est notre testing framework et Ace qui nous permet d'écrire des lignes de commande. Et là, c'est la fin du slide, donc on va pousser le truc à gauche et on va continuer. Il y a aussi HMR, donc HMR c'est le Hot Module Reloading. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Node c'est un processus qui tourne et qui va écouter des requêtes sur un port donné. Maintenant, le problème c'est que quand vous allez modifier du code, le processus il ne va pas être relancé, il va continuer, il va rester en mémoire et votre code ne va pas être actualisé, contrairement à du PHP par exemple. Et le problème, c'est que vous devez redémarrer votre application à chaque fois que vous faites un changement. C'est pour ça qu'on utilise NodeMon, où maintenant il y a --watch qui est disponible dans Node, qui nous permet de le faire automatiquement. Et l'HMR, le gros point, c'est qu'on va ajouter un système qui permet de écraser dans le processus les fichiers en fait quand ils sont modifiés. Ce qui vous évite de recharger votre application à chaque fois. Parce que si votre application elle charge en 2 millisecondes, en 300 millisecondes ou en 5 secondes, en 5 secondes, je peux vous dire c'est embêtant. À chaque fois que vous faites une modification, d'attendre 5 secondes pour voir le résultat. Donc on a un système de gestion de HMR, un système de Atomic Locks, bon ça parlera plus si vous faites du multi-instance, un système pour gérer les uploads encore plus facilement de lignes de code, Slugify, bon son nom, voilà, Redis, gestion Redis et Tuyo, ça c'est un petit dernier, ça permet de faire un client end-to-end type-safe si vous créez une API et vous avez besoin de l'utiliser sur un React, Vue, etc. Voilà, là j'en ai pas plus, ça s'arrête là, c'est les packages qu'on vous fournit. Si jamais, on a aussi une communauté qui fait plusieurs packages, donc là on a un site qui s'appelle packages.adonisjs.com et ce site-là va vous présenter des packages écrits par la communauté parce que n'importe qui peut écrire un package et le proposer tout simplement pour vous aider à développer votre application. Ça c'est l'avantage qu'on a un framework, c'est que vous allez chercher des packages pour ce framework et souvent vous en avez plusieurs et c'est bénéfique. Bon, maintenant on part dans la partie un peu plus technique, à quoi ça ressemble. Alors là ça va, voilà. Oui. J'ai juste une question, tu as parlé de Japa, je crois que c'était oui. Le testing framework. C'est vraiment redévelopper un framework de test
from scratch ou c'est un connecteur vers un système existant? Oui, alors la question c'était si Japa ça a été redéveloppé from scratch ou c'est en connecteur vers Jest, je pense, ou Vitest, ou des trucs comme ça. Voilà. Alors non, ça a été redéveloppé from scratch. Enfin oui, du coup. Pourquoi? Tout simplement parce que Vitest, Jest et Cypress et autres, c'est des frameworks de test qui sont spécialisés dans le JS front-end. Donc ce qu'il faut savoir dans ces frameworks de test, c'est que votre code va être compilé, bundlé et transformé pour que ça fonctionne dans ces frameworks de test. Par exemple, Jest utilise Babel et Vitest utilise Vite, du coup. Et nous, on ne voulait pas de ça. Parce que nous, notre objectif, c'est de target tout ce qui est serveur, back-end. Et on n'avait pas besoin de compiler votre code, on n'a pas besoin de le bundler, on n'a pas besoin de le modifier. Donc on a créé Japa qui est beaucoup plus simple, il est genre 6 à 10 fois plus petit et il est vraiment spécialisé par contre pour tester le back-end. Tu ne vas pas pouvoir tester des composants React dedans, etc. C'est vraiment spécialisé. Mais on a des exemples de code de Japa après et tu verras à quoi ça ressemble. Voilà. Oui. J'avais à peu près la même question pour les autres modules d'Adonis. En fait, est-ce que tout a été réécrit ou est-ce que c'est des... Très bonne question. Donc la question était si tous les modules ont été réécrits et la réponse est non. Globalement, certains modules ont certes été écrits, mais beaucoup de modules qu'on a écrits sont basés sur des librairies qui existent déjà, notamment le mailer, c'est Known Mailer, je pense que c'est une librairie que tout le monde connaît, ou l'ORM est basé sur Next, qui est un query builder aussi très connu. Donc notre but, c'est pas de non plus réinventer l'écosystème. Notre but, c'est d'utiliser l'existant. Quand l'existant, on est sûr qu'il va aller sur le long terme. Et sinon, on va créer des adaptateurs, des sortes de wrappers qui va envelopper les librairies pour s'assurer que si demain, nous, une librairie pète, par exemple, Known Mailer n'existe plus, ben, ce n'est pas vous qui allez devoir réécrire votre code, c'est nous qui allons devoir l'adapter à un nouveau système qui gère les mails, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de choses, mais on utilise aussi des trucs internes. Ça, nickel. Pas d'autres questions? Non, nickel. Alors, au niveau de à quoi ça ressemble? Donc, l'architecture de dossier. Donc là, je vous montre 3 architectures. À gauche, on peut suivre une sorte de screaming architecture où le concept, c'est d'avoir en fait le domaine à peu près au premier niveau. Comme ça, quand vous ouvrez votre dossier source, app et autres, vous avez une idée à peu près de quoi ça parle. Là, on peut s'imaginer que c'est un blog à peu près. Celle du milieu, ben, c'est un peu le classique hexagonal. On a application, domaine, infrastructure, etc. Et à droite, on a un peu un classement par technicité, c'est-à-dire que les contrôleurs dans le dossier contrôleur, les modèles dans le dossier modèle, etc. Un peu ce que fait Rails, Laravel de base. Et ben ces 3 formats de dossiers ici, c'est les 3 des applications Adonis. Les 3 sont en production actuellement. Et concrètement, c'est pour vous expliquer que Adonis de base, il vous propose le truc à droite, parce que c'est le plus simple à comprendre pour l'entièreté des humains, je pense. Et si vous avez envie de développer des trucs un peu plus techniques, ben vous pouvez utiliser d'autres architectures de dossier, vous n'êtes pas limité. À nouveau, le but, c'est de vous fournir un outil qui vous permet de développer votre application, mais qui ne vous bride pas. On va voir à quoi ressemble en mini-CRUD. Donc en premier lieu, on va enregistrer les routes. Donc on utilise le routeur d'Adonis. Bon là, je pense que ça parle à tout le monde, le code qui est écrit ici. Il faut savoir que c'est type-safe. Par exemple, si la méthode index ici n'existait pas, dans PostController, j'aurais une erreur en rouge. Et mon code ne compile pas. Donc ça m'assure aussi que la méthode existe. On crée un contrôleur. Donc là, c'est une classe simple avec des méthodes index, store, show. On peut remarquer que ces classes récupèrent en HTTP context. Donc le HTTP context, c'est un peu un sac à dos que la requête va se trimballer tout du long du processus de l'application. Et du coup, vu que ce sont des fonctions qui sont des route handlers, elles récupèrent l'HTTP context pour que vous puissiez récupérer la requête, la réponse et autre chose que nous, on pousse dedans et on le verra après. On fait un modèle, donc un modèle c'est ce qui permet d'accéder à une base de données. Concrètement, c'est une réplication d'une table mais en développement orienté objet. Donc post, par exemple, si on fait un blog, ID, title, content, voilà, on déclare nos colonnes. De cette manière-là, on peut voir qu'il y a un petit décorateur @colonne qui est optionnel, mais si vous ne le mettez pas, vous allez taper du code chiant. Voilà. On fait un validateur, parce que bien sûr, on valide nos données. Donc, on dit qu'on a un titre en contenu. On peut remarquer qu'on trim les deux et que le titre doit faire minimum 4 caractères et maximum 256. À savoir que l'ordre, ici, de trim, min, max est important. C'est-à-dire que si vous mettez min, max et après trim, il va vérifier la taille avant de trimer. Je ne vous conseille pas de faire ça, parce que sinon, avec des espaces, ça passe. Et à la fin, on met tout ensemble. Donc là, en ce slide-là, vous avez la totalité dans mini-CRUD. Donc on a page index. On peut voir que là, on a récupéré requête et qu'on récupère le paramètre page afin de paginer nos posts. Voilà, ça se fait comme ça. Le store, on valide le validateur. Et là, on peut voir qu'il y a un truc sympa. Request.validateUsing. Alors pourquoi on peut faire ça? Parce que Adonis est un framework qui s'appelle un système intégré. Donc tous les composants d'Adonis se connaissent.
Donc la requête sait qu'on va utiliser un validateur, ou plutôt le validateur peut savoir qu'il est installé dans une application Adonis. Parce que le validateur, il est agnostique, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle application. Et le validateur, s'il voit qu'il est dans une application Adonis, il va modifier requête pour rajouter ici validate using afin que ce soit un peu plus sympa à écrire. Et c'est comme ça dans tout le framework. Tous les composants connaissent Adonis et tous les composants vont ajouter des trucs petit à petit dans le framework pour rendre votre développement plus sympathique. Et à la fin, le show très simple, post, find or fail, params en. Voilà. Je pense que l'exemple est clair, c'est assez simple et concis et ça se lit plutôt bien. L'authentification, c'est souvent ce que les gens vont utiliser des services tiers en fait, pour la gérer parce qu'ils ont peur de la gérer eux-mêmes. Au final, l'authentification, il n'y a rien de vraiment compliqué. Dans Adonis, ça se passe comme ça. Donc, on récupère email password voilà, de la requête. Puis, on a une petite méthode verify credential. Donc, ça, à nouveau, c'est quelque chose qui est ajouté par le module d'authentification qui n'est pas de base. Mais concrètement, cette requête, enfin ce bout de code-là, il va aller chercher dans la base de données en user qui a le même email et valider le mot de passe. Voilà, le mot de passe qui est bien sûr haché. Et il faut savoir que ce bout de code-là est résistant au timing attack. Donc timing attack, en gros, c'est que dans beaucoup de systèmes d'authentification, si on trouve le user, eh ben, ça va prendre genre 100 millisecondes de la requête. Mais si on ne le trouve pas, ça prend 3 millisecondes parce qu'on ne fait pas une vérification de hash qui est très lente. Et du coup, ben là, c'est safe parce que c'est nous qui l'avons écrit. Et au final, l'authentification, elle se fait la ligne du dessous. Là, on utilise le module web de l'authentification et pas API. Et on login en user qui nous a été donné. Mais là, on pourrait récupérer l'user d'une autre façon. Par exemple, vous créez un Magic Link qui est un token généré en base de données. Vous récupérez ce user de cette manière-là et vous le connectez. On peut faire vraiment, au final, vous récupérez votre user comme vous le voulez. Ici, en l'occurrence, c'est email password. La protection des routes, c'est via un middleware, ça, je pense que ça parlera à tout le monde. Et ça s'utilise comme ça. Dans le routeur, on peut mettre .use, middleware.auth, donc c'est type safe. Et là, vous pouvez y passer des paramètres si vous avez besoin. Par exemple, si vous gérez de l'autorisation, vous avez besoin de dire que l'user doit être admin pour accéder à cette page. L'authentification via les réseaux sociaux, donc ça aussi c'est très pratique quand vous écrivez un site internet. Donc en premier lieu, on va rediriger l'utilisateur sur le provider. Donc ça se fait en une ligne. On utilise un provider, ici GitHub pour l'exemple, on fait .redirect et il va s'occuper de rediriger sur GitHub. Puis après, on doit gérer le callback. Donc le réseau social, une fois qu'on est authentifié, nous rappelle sur tout simplement notre back-end. Et ça se fait également comme ça. Donc là, on va utiliser à nouveau GitHub qu'on va extraire dans une variable. Et après, on fait un .user et c'est bon, on a l'utilisateur qui était authentifié. Et après, ben là, à nous de l'authentifier vraiment chez nous. Donc là, on l'a authentifié chez le provider, on a récupéré le user. Mais si on revient au slide d'avant, ben on fera un auth.web.login pour l'authentifier chez nous également. Le mailing aussi, quelque chose qui est des fois chiant, et ben ça se fait comme ça. Imaginons par exemple, on enregistre un utilisateur, après on fait un mail.send et là on envoie un objet de type mail et c'est réglé. Voilà. C'est géré avec une gestion de queue, etc. Puis à la fin, je redirige en arrière. Très simple à coder. Maintenant, au niveau des tests, les tests, c'est souvent ce qui est oublié quand on écrit une application. C'est souvent problématique sur le long terme, on s'en rend compte assez rapidement. Donc dans Adonis, on a un concept de fakes, c'est un concept connu dans le monde du testing. Concrètement, notre but, c'est de vous faire un code qui est très facilement testable. Donc les fakes, c'est que chaque module officiel de Adonis possède un driver fake qui va en fait répliquer le fonctionnement du vrai driver, mais qui est testable. Par exemple, le mailing d'avant. Comment on aurait testé le mailing? Voilà, en l'occurrence, on fait un mail.fake. Et à ce moment-là, après, on peut envoyer notre requête post voilà, sur le truc d'inscription avec nos données. Et après, notre mail, là, on a une petite fonction assert sent. On envoie notre mail, on vérifie par exemple qu'il a bien un to qui part vers mon user et un sujet verify l'email adresse. Et donc là, le mail n'est pas parti, mais on a pu s'assurer que si j'appelais ce endpoint, le mail serait bien parti au bon utilisateur avec le bon sujet. Et c'est pareil dans tous nos modules qu'on a. Vous avez un système de fake afin de s'assurer que tout fonctionne bien. En plus de ça, si vous ne maîtrisez pas la dépendance, parce que là en l'occurrence la dépendance ça vient d'Adonis, mais si c'est vos propres dépendances, ce que les gens font d'habitude, ils font un mock d'import. Donc c'est en gros dire quand je vais require ce truc, tu ne vas pas me retourner ce truc, tu vas me retourner autre chose. Et ça, pour moi, c'est un red flag. Mais beaucoup de gens l'utilisent et ça se passe plutôt bien. En l'occurrence, nous on fait de la PO dans Adonis et on a un système d'injection de dépendance. Donc ça veut dire que ce n'est pas la dépendance qui va importer le fichier, il va dire j'aimerais recevoir un mailer, par exemple, donne-moi ce que tu veux, mais je veux que ce soit un mailer, et après c'est au framework qui va lui donner le mailer. Donc en faisant ça, on peut faire ce qu'on appelle un swap de dépendance. Donc par exemple, imaginons que j'ai un endpoint qui va retourner les paiements dans l'utilisateur, et on utilise Stripe. Voilà. Moi, quand je teste, j'ai pas envie que Stripe soit appelé à chaque fois que je lance mon test, sinon ils vont me bannir, et ça va être chiant. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un fake payment service,
qui au final étant le vrai payment service qui utilise Stripe. Et je dis à mon container ici, donc ça c'est ce qui s'occupe d'injecter les dépendances, en gros, quand tu vas demander payment service, en fait, retourne-moi pas ça, retourne-moi fake payment service. Donc après, je fais mon petit test, voilà, j'appelle mon endpoint user payment ou j'appelle ma classe, etc. Et après, là, il me suffit juste de vérifier que voilà, mon get payments de fake payment service, c'est le résultat qui m'est retourné par l'utilisateur. Et ça, on peut le faire partout. On en verra un peu plus tard, là aussi, pas comment il fonctionne, mais un peu ce que vous pouvez faire avec. Et c'est quelque chose de super pratique. Parce qu'on n'est pas en train de hacker dans le langage. Parce qu'il faut comprendre qu'on fait des mocks d'import, on hack dans le système d'import. Nous, notre but, c'est de rester très… on évite de tout casser, quoi, de tout changer votre code avec Babel, avec Vite, etc. Alors, les tests via Playwright, ça, je pense que beaucoup de gens le connaissent, ils font du front-end. C'est basiquement de simuler un navigateur. Donc là, en l'occurrence, avec le User Factory qui vient de l'ORM, on peut créer un utilisateur qui a déjà 5 sondages, on le connecte avec un petit login as, et après on visite MyPulse et on vérifie que sur la page on a bien des H2 avec le texte. Donc ça c'est du Playwright, c'est une intégration un peu plus sympathique vu qu'on a par exemple le login as pour s'authentifier en tant qu'utilisateur, ce qui évite de s'embêter. Et les tests des lignes de commande. Alors ça je pense que personne n'en fait, même moi j'en fais pas, voilà, je l'avoue, mais il faut savoir que c'est possible. ACE, donc qui est notre module pour créer des CLI, des commandes, des lignes de commande, il est facilement testable. On peut mettre notre commande avec un ace.create et après on a toute une API derrière testable. Donc on a des asserts qui pop dedans qui nous permettent de tester facilement tout simplement si tout se passe bien. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est testing. On a Transmit. Donc Transmit, c'est ce qui a été utilisé notamment dans le talk de Esteban pour vous afficher ça en temps réel. C'est ce qui permet de faire du temps réel mais sans WebSocket. Voilà, on utilise des serveurs sent events, c'est une technologie basée sur l'HTTP qui existe depuis 2006, qui est méconnue du monde du web. Et concrètement, pour envoyer un événement, c'est une ligne. Voilà, on broadcast ça sur un canal et on broadcast quelque chose. Et après, côté client, on écoute l'événement, donc on crée une instance de Transmit, on crée une souscription, par exemple à chat1. Et après, on dit, quand tu reçois un message, tu console log, par exemple, ou tu fais ce que tu veux. Et là, on peut ajouter autant de handlers qu'on veut, on peut faire autant de subscriptions qu'on veut, et ça fonctionne sur la stack HTTP, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un autre serveur, des WebSockets, etc., qui est stocké. Là, c'est un exemple qui utilise Streetly, une application faite par IntraWeb. Et on peut voir donc ces deux tabs. On peut voir que là, je change des choses à droite, je clique sur Update. Et au moment où je clique, c'est répliqué automatiquement à gauche. Et ça, c'est fait via Transmit, où vous avez eu l'exemple en live avant avec Esteban. Quand vous votiez, ça se mettait automatiquement en live. Et ça fonctionne plutôt bien avec du code plutôt simple à écrire. Pour tout ce qui est gestion d'erreurs, c'est aussi le deuxième truc oublié avec les tests. On a globalement un exception handler global à toute votre application qui va récupérer toutes les erreurs qui n'ont pas été gérées par vous-même. Et là, il y a tout qui rentre dedans. Vous recevez le contexte de la requête et en même temps l'erreur qui a été throw. Et là, chaque module en fait de Adonis va exporter un objet error, que là j'ai renommé core error, qui vous permet de savoir toutes les exceptions que le module pourrait throw. Par exemple là, en route not found, de base elle est auto-gérée par le framework, c'est-à-dire qu'il va déjà agir si jamais elle arrive pour vous retourner une vue 404. Moi en l'occurrence j'aime bien gérer tout moi-même, donc je la gère ici et je fais un petit response not found avec mon petit gligli. Et à la fin, je fais un petit internal server error parce que c'est une erreur qui n'est pas gérée, donc c'est une erreur 500 malheureusement. Et c'est aussi à cet endroit-là, par exemple, que vous allez appeler Sentry. Si jamais vous utilisez un système de gestion d'erreurs centralisé, c'est à ce moment-là que vous mettez Sentry. Histoire qu'on voit juste un tout petit peu de front-end, une vue Edge, ça ressemble à ça quand on la rend. Donc on fait un view.render welcome. En l'occurrence, welcome, c'est un fichier HTML avec des curly braces quand on veut injecter quelque chose. C'est un moteur de template plutôt simple qui ressemble à du Twig, du Blade, etc. En TSX, un peu différent, on retourne en composant, un peu comme dans du React, comme du JSX. Et ici, on a notre composant React, qui ressemble à du React, c'est du TSX, qui tout simplement rend la vue, donc c'est du SSR, ça marche plutôt bien. Et en inertia, ça rejoint un peu comme Edge. Donc là, on a un exemple en plus, on va fetcher des users pour vous montrer un peu le truc. On fait un inertia.render et en fait, ce chemin-là, user index, c'est un composant React. Bon, en l'occurrence, là, ça sera un composant vue. C'est un composant vue, on lui passe des props. Et après, votre composant, il agit comme si vous étiez dans une app front-end. Il faut savoir que ça, c'est rendu côté serveur. Donc vous avez le SSR gratuitement. Et comme on peut le remarquer, les props, elles sont injectées par le backend. Vous n'avez pas besoin de faire une API qui va aller chercher les users et qui va agir en fonction. Et donc ça, après, vous avez une application Vue.js ici qui tourne sur tout simplement le client. Il faut savoir un truc, c'est que Adonis.js c'est très étendable.
notre but, c'est pas de vous brider. On va prendre l'exemple du module d'identification. Donc, on a le cœur. Le cœur, il veut se faire injecter en user provider. On revient un peu à l'injection de dépendance. Le user provider, nous, on fournit un qui utilise Lucid, on vous en fournit un qui utilise Next de base. Mais là, peut-être que vous utilisez autre chose. Peut-être que vous avez une base de données MongoDB, peut-être que vous avez besoin de faire une call API ailleurs pour vous authentifier. Et bien, vous pouvez sans problème ajouter votre propre custom user provider. Par exemple, moi, sur mon blog, j'ai utilisé Kaizeli. J'avais envie d'essayer, c'est en ORM. Et je me suis dit, bah, j'ai fait mon propre user provider et je peux profiter de tout ce que tu me proposes off-core, mais avec mon propre user provider. Pareil de l'autre côté, on a des off-guard. Donc là, on a un session guard et un token guard pour gérer l'authentification. Mais à tout moment, vous avez envie de faire votre propre truc, et ben vous pouvez y injecter votre custom guard. Donc c'est facilement modifiable, étendable. Et ce principe-là d'injection de ce que vous voulez, c'est disponible partout. Hash driver, session driver, encryption driver, social auth driver, drive driver. Et j'avais pas la place. Rien de plus. Un petit exemple tout bête, mais quand vous installez par exemple le module Inertia, et ben on va aller injecter des choses dans API Request pour vous simplifier la vie. Par exemple, quand vous utilisez Inertia, il faut savoir que quand vous faites des requêtes, ça envoie le header X Inertia. Mais imaginez que dans votre code, vous devez chaque fois tester à la main et taper header, machin, machin. Ben nous, là, on va prendre la classe API Request qui vient de Java, en l'occurrence. On appelle macro dessus, donc c'est un truc qu'on a ajouté qui permet d'injecter des fonctions. Et ça va exécuter le code en dessous. Pareil en dessous. Et donc là, quand vous allez installer le module Inertia, ça va ajouter ces helpers à Java automatiquement. Et c'est comme ça que Vine, qu'on a vu avant, a ajouté le validate using à l'objet request de Adonis. Et là, c'est la dernière partie. Sur là, il y a aussi container. Donc là aussi container, concrètement, imaginons qu'on a un echo service à gauche, c'est une classe bidon qui répond hello. Et ben, moi, ce que j'aimerais, c'est tout simplement l'avoir dans mon constructeur. Le constructeur, c'est ce qui est appelé qu'on fait un new sur un objet. Et j'aimerais bien que c'est pas moi qui importe, fait un new dans mon code et l'utilise. Je lui dis juste, j'aimerais une instance de echo dans mon constructeur, je l'utilise en dessous, mais c'est pas moi qui va l'injecter. C'est le container de Adonis via un @inject ici. Ce qui me permet en fait d'ajouter des dépendances ici, et on pourrait imaginer qu'echo service il dépend d'autre chose, puis l'autre chose dépend encore d'autre chose, et on a en fait un dependency tree assez énorme, et vous n'avez pas besoin vous-même de gérer cet import de dépendance. Et c'est ça qui nous permet de faire le swap qu'on a vu après. Il faut savoir un truc, c'est qu'on peut aussi injecter l'HTTP contexte. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Node, ça gère plusieurs requêtes en même temps. Vous ne pouvez pas avoir d'objet global. Si vous avez ici, par exemple, en let user égale 1 en haut, et que dans votre handler, vous mettez égale 2, et bien, toutes les requêtes, elles auront à 2, parce que c'est un espace mémoire qui est partagé entre toutes les requêtes. Et pourtant, on peut injecter l'HTTP contexte partout. Alors moi, je ne vous le conseille pas, mais il faut savoir que c'est faisable. Voilà. Et un dernier truc, pour ceux qui font de l'hexagonal, voilà, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, le concept en gros c'est d'englober toutes les dépendances qu'on utilise et d'avoir une abstraction qui ne connaît pas la dépendance. Ça vous permet plus facilement dans votre code de changer ces dépendances. Je vais prendre l'exemple de payment service. Donc on crée une classe abstraite, en vrai c'est une interface, mais vu qu'on est dans le JS, les interfaces ça n'existe pas. Donc on crée un payment service, puis on crée le vrai truc qu'on va utiliser. Nous on utilise Stripe, par exemple. Stripe Payment Service qui va implémenter mon interface, je refais mon get payments. Et là, par exemple, demain, on va me dire, bah, en fait, il faudrait changer sur Lemon Squeezy. Et bien, on va avoir fait ça, ça va me permettre, en fait, moi, de dire au container que quand je vais demander un payment service, tu vas m'injecter Stripe. Et il me suffira de changer cette ligne de code demain, si Lemon Squeezy est intégré. Si je respecte le contrat que j'ai défini au-dessus, le code fonctionnera pareil. Donc, ça nous permet de faire de l'hexagonal architecture où on dépend d'interface et plus d'implémentation directe. Alors là, je pense que j'en ai perdu certains, mais vous savez. Et du coup, ça ressemble à ça au final. Voilà, vous injectez Payment Service. Au final, vous ne savez pas si c'est des Stripe, vous ne savez pas si ça utilise Lemon Squeezy, vous ne savez pas si ça utilise PayPal derrière, mais votre code va fonctionner tant que vous respectez le contrat. Voilà. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, bon, déjà venez sur mes live Twitch, c'est cool. Et sinon, on a un site dédié qui s'appelle Adocast. Voilà, c'est un peu Laracast ou Ruby Screencast et Symfonycast et tous ces casts. Et le but, c'est en fait, c'est gratuit et c'est d'avoir pléthore de vidéos pour vous enseigner le framework. Donc là, par exemple, on a la dernière petite série pour apprendre Adonis 6 qui vient de sortir. On a déjà 70 vidéos, 70. Ça dure 8h42, voilà. Et je sais qu'il doit monter à 200 vidéos. Voilà, donc, il en a encore un peu pour un petit moment, mais on en a plein d'autres. On a même qui ne traitent pas de Adonis. Par exemple, on a Alpine.js ici et on a AWS Amplify en bas. Et vraiment, le concept, c'est de vous enseigner avec quelque chose de concret. C'est-à-dire que vous allez avoir des exemples concrets qui pourraient vous arriver dans votre vie de tous les jours et vous n'allez pas, par exemple, acheter 42 packs steak au casino du coin pour faire des maths.
Voilà. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur Adocast, c'est gratuit à nouveau. Et c'est un super Tom qui gère ce site, et vraiment super. Et le site est open source, voilà, si ça vous intéresse de voir le code source. Et j'ai terminé. Voilà, merci à tous. Si jamais vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci Romain. Donc, des questions? C'est encore. Petite question par rapport à l'IOC. C'est quelque chose qu'on voit par exemple dans d'autres technos, je pense à .NET, etc. Alors je suis pas un expert JavaScript, mais moi c'est quelque chose que je connais pas trop dans JS, je l'avais jamais vu avant Adonis. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit quelque chose qui puisse freiner un peu l'adoption parce que c'est peut-être nouveau ou en tout cas différent pour les développeurs JS. Et donc voilà. Ouais, une très bonne question. Concrètement, oui, c'est un truc qu'on voit en fait dans tous les langages objets, hein. Java Spring, ça peut être, comme tu disais, dans le C#, etc. C'est quelque chose qu'on ne voit pas en JS. En JS, j'ai l'impression qu'on a une tendance à refuser tout ce qui est PO. On a tendance à vouloir faire des fonctions partout. Si on voit le mot-clé classe, c'est un red flag, etc. Donc oui, effectivement, je pense que ça peut être un frein. Après, rien n'empêche de ne pas l'utiliser, mais ça apporte tellement de bénéfices, notamment dans les tests. Après, bon, je sais que les gens ne testent pas forcément leur code, mais dans les tests, c'est genre extraordinaire. Et l'objectif aussi d'Adonis, c'est d'aider les gens à créer du code qui est plus maintenable, du code qui va durer dans le temps. Et pour moi, l'injection de dépendance en fait partie. Donc je pense que c'est un frein, mais je pense que c'est une mentalité à changer dans l'écosystème JavaScript. Du coup, moi j'avais une... Pardon. J'avais une question sur Inertia, parce que du coup tu as fait une petite présentation, mais alors très très rapide sur des composants vus. On est d'accord que du coup après tu peux vraiment avoir des composants vus qui appellent d'autres composants vus, enfin avoir une architecture front qui est plus développée que ce que tu as pu présenter là. Oui, exactement. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. En fait, tu auras un concept de page, un peu comme Next ou Next, où la page, c'est ce qui va être appelé par le back-end. Mais après, depuis ici, tu fais ce que tu veux. Tu peux importer 1000 pléthores, ça tourne sur le client. Donc après, tu fais exactement comme une app native, enfin une app React Vue standard. Il faut juste noter qu'il faut prendre en considération, si tu le désires, que ton code soit rendu côté serveur. Et donc, tu ne peux pas appeler un document comme ça gratuitement dans ton code parce que quand ça va tourner sur Node, il va te dire que document, ça n'existe pas. Mais c'est le même problème qu'on a aussi sur Next, etc. Il faut faire du code qui tourne sur les deux si on veut les deux. Mais effectivement, ouais, tu as une app en fait complète qui est démarrée après la première initialisation. Ouais. Une petite question par rapport au package Transmit, je crois, pour les SSE, c'est ça? Ouais. Je connaissais pas en fait. Et ma question, c'est comment on gère l'authentification sur Transmit, tout simplement. Ouais. Alors, je vais faire le rapport avec WebSocket, parce que je pense que c'est ce que tout le monde connaît et utilise. Les WebSockets, ça utilise donc en protocole différent. Le WebSocket, c'est bidirectionnel, ça va dans les deux sens. En fait, le SSE, le concept, c'est qu'on ouvre une connexion HTTP, donc ça passe dans la stack HTTP, donc il y a les cookies qui sont envoyés, les headers qui sont envoyés en même temps au serveur, et après le serveur, il va ouvrir une connexion retour et jamais la fermer. Donc on a un stream de données et on peut pousser des informations à ce stream-là. Donc l'authentification, pour répondre à ta question, ça passe dans la stack HTTP. Donc c'est comme si tu avais un endpoint standard sur ton app, et là tu vas pouvoir dire, quand quelqu'un veut accéder à chat1 par exemple, tu peux hooker à ce moment-là et dire, est-ce que cette personne-là a accès à chat1, il sera authentifié vu que ça passe dans la stack HTTP et après tu fais ton cambouis interne pour gérer l'authentification, mais en gros c'est géré par Transmit et vu que ça passe par la stack HTTP, tu as tout à disposition comme d'hab, quoi. Pas d'autres questions? Petit derrière. Bonsoir. Juste pour curiosité, jusqu'au moment, quels sont les plus grands projets websites qui ont déjà utilisé votre framework? Oui, une très bonne question. On a la FIVB, voilà, je pense qu'on s'y attendait vu que j'y travaille. On a Ledger qui a utilisé, Renault qui a utilisé. On a aussi un site de cuisine en français, je ne sais plus le nom. On a Kayako qui a un système comme Zendesk en Inde. On a aussi About You qui a utilisé Adonis, qui est en e-shopping, je crois, de vêtements. Et c'est ceux que je connais. Après, je sais qu'il y en a d'autres, notamment
alors je sais plus le nom exact, c'est Pôle Emploi, France Travail, je crois que c'est maintenant. Voilà, qui migre aussi sur Adonis. Mais c'est tout ce que je connais en fait, dans les grands, on va dire. Voilà. Une dernière, non? On est bon. Super. Merci beaucoup. Merci à tous.